parce que c'est un papa qui a témoigné sur ma page et il témoigne de ce qui se passe dans l'Orne. Je le cite. Le juge Zoé Borne, JDE à Alençon, qui sévit depuis 6 ans à ce poste, dès la sortie d'école de la magistrature, fausse psychologue au STEMO. Je cite des noms que je lis. Oula, mon ordi va s'éteindre, pardonnez-moi, j'ai oublié de le brancher. Donc, ce monsieur a posé ce post sur ma page, que j'ai laissé aussi, bien sûr, parce que je pense qu'il faut que les gens sachent vraiment ce qui se passe un peu partout. C'est le formulaire d'enregistrement des assistants de service social qui sont inscrits normalement au répertoire ADELI. Donc, ils doivent vous le fournir. Ils doivent vous prouver qu'ils sont bien inscrits à ce numéro ADELI. C'est très important. Donc, il parle de d'autres responsables de l'ASE départementale, Madame Nelly Burnout, Madame Cessard. Donc, il dit que ce sont des fonctionnaires sans compétences sociales. Au niveau local, la fausse assistante de service social, Madame Skosviak, Legendre, Madame Le Cherpi, Madame Collin. Il dit sans ADELI, donc sans diplôme, et ça c'est réel. Quand on n'a pas un numéro ADELI, on n'a pas le diplôme. En psychiatrie, assistante de service social de l'hôpital. La Cour d'appel de Caen, lorsqu'il est question de l'absence ADELI des auteurs du rapport, s'abstient de noter les échanges sur ce point dans ses arrêts s'il n'y a pas de conclusion écrite. Et lorsqu'il y en a, eh bien, elle coupe court au débat et mentionne un argument dans l'arrêt qui n'a pas été débattu. Tout ceci pour éviter d'appliquer la jurisprudence de la Cour d'appel de Grenoble à ce sujet, car sans ADELI, les rapports, figurez-vous, sont irrecevables. Donc, si vous avez des enfants placés, il faut absolument que vous récupériez et que vous exigiez le numéro ADELI de ces personnes qui viennent chez vous ou de ces personnes qui vous font des audiences ou de ces assistantes sociales. Demandez le numéro ADELI, vous en avez le droit, c'est leur demander leur diplôme. Il rajoute que les audiences se font très souvent sans collégialité avec un seul juge et que dans ce cas, il faut le refuser parce qu'elle doit poser la question et vous pouvez refuser une audience à un seul juge. Et la magistrate est partiale et elle avoue être en plus une ancienne juge des enfants. Pourquoi je vous lis ce témoignage de cet internaute sur ma page? Parce qu'en France, eh bien, on vit des milliers de placements abusifs et ça dure depuis des années. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, j'ai même été très attaquée par les assistantes sociales. Mais il s'avère que j'ai une amie dans l'Orne, en plus, qui travaille dans une association d'accueil d'enfants. Et qui me dit, est-ce que tu sais que les conseils généraux font des appels d'offres? Oui, messieurs, dames, des appels d'offres pour placer les enfants. On a même une association espagnole, me dit-elle, dans ma région, qui est venue mettre un pôle en France pour pouvoir répondre aux appels d'offres. On a un vrai marché financier. Ces centres d'accueil pour enfants sont privés, mais ils sont rémunérés par des marchés publics, donc par nos impôts. Ça veut dire qu'on a un droit de regard, qu'on a des exigences, qu'on doit les faire valoir et qu'on doit aussi dénoncer ces faits. Les conseils généraux de tous les départements font des appels d'offres afin de trouver des structures privées où placer les enfants qu'ils volent dans la plupart des cas dans les familles sous de nombreux prétextes fallacieux. Est-ce que nos enfants sont des marchandises? Ça nous fait comprendre encore bien mieux pourquoi on vit de plus en plus de placements abusifs. Et je vais d'ailleurs vous donner l'exemple d'appel d'offres dans le Maine-et-Loire. Je vous mettrai tous les liens en dessous et vous pourrez donc les constater par vous-même. C'est une offre accueil en établissement des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Appel d'offres public national, date de parution le 6/6/2016. Localisation le 49, Pays de la Loire. AAPC, avis d'appel public à la concurrence. Procédure, c'est marqué autre, secteur d'activité, autre service. Nom et adresse officielle de l'organisme acheteur public. Texte légal de l'appel d'offres, marché public, offre d'accueil en établissement d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Appel à projet. Avis d'appel à projet portant sur l'offre d'accueil en établissement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance sur l'ensemble du territoire départemental. Qualité et adresse de l'autorité compétente,
Monsieur le Président du Conseil départemental du Maine-et-Loire, hôtel de département Angers CEDEX 9. Objet de l'appel à projet, la mise en place sur le territoire du département du Maine-et-Loire, les moyens nécessaires à l'accueil en établissement des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, en diversifiant et en modernisant les modalités d'accueil en établissement et en portant une attention particulière à certaines tranches d'âge, à l'accueil des fratries et aux enfants relevant de situations complexes. Pardonnez-moi, j'ai avalé de travers. Cet appel à projet porte sur un total de 583 places en établissement, dont 538 avec hébergement et 45 places dites de placement éducatif à domicile. La modalité d'instruction des réponses, critères de sélection. Conformément à l'article R 313-4-1 alinéa 3 du CASF, l'analyse des réponses se fera en fonction de 3 critères de sélection avec les pondérations suivantes. La qualité du projet d'établissement et du projet éducatif tel que prévu au cahier des charges pour 45%, les aspects financiers pour 40% et les expériences dans les actions de protection de l'enfance publique visée et sa connaissance des réseaux et du territoire seulement pour 15%. Il existe des tonnes d'associations où l'ASE confie les enfants grâce aux juges des enfants. Mais finalement, où sont les collectivités territoriales? Quel regard sur ces structures privées? Chaque structure doit être alimentée en enfants, sinon le marché se casse la figure. Et l'ASE, c'est quoi? L'aide sociale à l'enfance est sous le contrôle de qui? Eh bien, chaque aide sociale à l'enfance est sous contrôle des conseils départementaux. Elle peut débarquer chez vous sur simple dénonciation, famille, voisins, école, maire. Les 2 derniers sont très fortement orientés depuis que vos enfants sont soumis, depuis le Covid, à des questionnaires type « Qu'est-ce qu'on mange chez toi? Que pensent tes parents des vaccins? Quelle chaîne de télé tu regardes ?» Bref, une façon, paraît-il, de lutter contre les fake news que vous enseigneriez à vos enfants. On leur demande même s'ils se soignent avec les plantes. L'ASE, dans chaque département, et des associations partout en France qui emploient du monde. Alors oui, il faut bien alimenter le système. Cet après-midi même, figurez-vous qu'une victime m'a témoigné avoir été placée par sa propre mère à l'âge de 5 ans, où son beau-père la violentait. On pourrait dire la violait, mais il préfère utiliser le mot violenter, c'est moins laid. Et l'ASE va constater ces violences. Elle a aujourd'hui 35 ans. Et quand l'ASE va constater les violences, il y a un médecin qui va constater des traces anales. Un comportement bizarre, c'est notifié, mais pas de dépôt de plainte. Chaque année, l'ASE va même dire à l'enfant qu'elle doit rester quelque temps, que sa maman viendra peut-être. En fait, elle va y rester jusqu'à 21 ans, mais elle n'agira pas pour protéger, pour faire condamner les actes sur cet enfant, puisqu'à ce jour, aucun juge ne l'a jamais entendu. Ça, c'est un acte réel. C'est quelque chose qui m'a été raconté simplement cet après-midi. La CADA, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs d'aide sociale à l'enfance. Elle dit, en vertu des dispositions de l'article L 221-1 du Code de l'action sociale et des familles, oui, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont fait un code pour tout, histoire que tu t'y retrouves pas, même eux. Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service de département placé sous l'autorité du président du conseil départemental et dont la mission essentielle est de venir en aide aux enfants et à leurs familles par des actions de prévention collective, de protection ou de lutte contre la maltraitance. Et il convient de souligner à titre liminaire que les documents qui concernent directement un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, c'est-à-dire vous, les parents, on ne vous communiquera rien. Alors on dit que c'est parce que lorsque s'y oppose l'intérêt supérieur de l'enfant, ça a bon dos l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant que même l'ASE n'arrive pas à protéger parce qu'elle ne dépose pas plainte contre le violeur. Protégé par l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, paraît-il. C'est au vu des circonstances propres à chaque situation
qu'il convient d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc la loi est variable, c'est ce qu'il faut comprendre. La protection de cet intérêt pourra ainsi s'opposer à la communication aux parents de l'enfant des documents faisant apparaître, s'il les met par exemple, gravement en cause. Donc, vous n'aurez pas accès. Mais l'intérêt supérieur, au vu du nombre constant de placements, constamment en augmentation, du nombre d'associations à faire vivre, eh bien le juge est encerclé par l'ASE qui devient partie prenante des paiements de ces mêmes associations, de ces structures d'accueil, par ces conseils départementaux eux-mêmes rémunérés par l'État, par le nombre de placements d'enfants. Donc est-ce normal? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts majeur? Alors il y a un rapport du CEDIF. Le CEDIF, c'est le comité élargi de défense de l'individu et des familles. Et je le cite. La protection de l'enfance telle qu'elle est mise en place concrètement par les présidents des conseils départementaux et appliquée par les services de l'aide sociale à l'enfance a donné lieu dans des cas trop nombreux pour être considérés comme exceptionnels à des dérapages inacceptables et destructeurs remettant en cause les prérogatives parentales. De nombreux témoignages à cet égard nous ont permis de réaliser un constat alarmant quant aux pratiques des services de l'ASE et de leurs conséquences, aussi bien sur l'institution familiale que sur l'avenir des enfants qui font l'objet de ces mesures. Le constat, c'est un taux de placement qui n'a jamais atteint un tel niveau. Rien qu'en 2018, pas moins de 341 000 enfants placés ou qui font l'objet de mesures de protection par les services dites de la protection de l'enfance. Plus de la moitié sont placés hors du cercle familial et la plus grande partie ne sera jamais rendue à leur famille. Ces placements interviennent en moyenne à l'âge de 12 ans, mais presque la moitié de ces placements concernent des enfants de moins de 11 ans. Le taux de placement en France n'a cessé d'augmenter. Il n'a jamais été plus élevé, toute époque confondue. Et il est sans commune mesure avec les autres pays européens. L'arrachement d'enfants à leur famille est devenu en France un véritable phénomène de société qui nourrit un système, un secteur d'activité dont le coût annuel, rémunération, des sociaux compris, se monte à 10 milliards d'euros. C'est pas moi qui le dis, je vous mettrai les liens. Les services sociaux de la protection de l'enfance entendent se prévaloir d'une légitimité par volonté affichée de prévenir, soi-disant, les maltraitances. Pourtant, la chronique judiciaire s'est fait l'écho de très nombreux cas dans lesquels les services sociaux sont restés sans réaction et dans l'impunité, alors que des enfants mouraient de privation de soins et de maltraitance, et encore à ce jour. Vous savez, les enfants qui sont abusés dans certains foyers ne sont pas retirés, parce que les familles n'en veulent pas, parce que ces enfants posent trop de problèmes. Je le sais parce que j'ai des amis aussi assistantes sociales. A contrario, les scandales peu médiatisés autour de placements d'office montrent aussi que les services sociaux peuvent devenir l'instrument de malheur des enfants, à coup d'intervention maladroite et mal intentionnée. D'ailleurs, comme le reconnaît M. Pierre Nave, inspecteur général des affaires sociales, la moitié des placements décidés ne se justifient pas. Donc, le rapport de l'IGAS pour l'année 2009, donc je ne vous dis pas où on en est aujourd'hui, établit que les travailleurs sociaux spécialisés dans la protection de l'enfance ou intervenant dans des structures dédiées aux jeunes ne mettent pas en place un projet de vie individuel pour les jeunes. Parce qu'ils se réfugient derrière la complexité des cas, et puis les adressent à des spécialistes, des formateurs, des pédopsychiatres, des structures d'accueil, des centres médico-sociaux, de santé, des internats. Tout le monde mange à la gamelle. Ça intéresse tout le monde, parce que c'est une vraie manne financière. L'IGAS précise encore qu'il existe rarement de diagnostic sur l'état des enfants, que les objectifs des interventions sont très peu précises et qu'en conséquence, l'évolution de l'état de ces enfants n'est pas évaluée et qu'il est donc impossible de dire si l'intervention est efficace et si elle nécessite d'être modifiée. De plus, tous ces enfants pris en charge sont changés de lieu de résidence,
suivent des parcours anarchiques. Et ils sont soumis à des projets éducatifs successifs sans que des objectifs repérables soient donnés à ces projets. Trop souvent dirigés vers des familles d'accueil, des foyers, et font l'objet d'AEMO alors que des mesures intermédiaires, bien moins lourdes, bien mieux adaptées à leurs besoins, auraient pu être prises et que les coûts de ces dispositifs auraient pu aussi être diminués. Mais manifestement, ce n'est pas la volonté. Parmi les exemples cités de tels parcours, un enfant placé en maison d'enfants à l'âge de 5 ans, puis qui va en famille d'accueil à 11 ans, envoyé ensuite dans un foyer de 13 ans à 14 ans. Le foyer ne lui convenant pas, alors jusqu'à ses 15 ans, il va être ballotté d'établissement en établissement, pour des périodes qui vont de 3 jours à 3 mois. Et puis il va aller en centre éducatif renforcé. Puis à 17 ans, il se retrouve incarcéré pendant 3 mois, et puis il retourne au centre éducatif fermé, et il est pris en charge à ce moment-là pour des soins psychiatriques. Quand je vous dis que tout le monde mange à la gamelle, ce qui porte les gars à constater que dans beaucoup de cas, l'intervention sociale ne permet pas le retour à un équilibre personnel, à des liens familiaux épanouissants et formateurs et à une réussite scolaire ou une insertion professionnelle durable. On peut donc raisonnablement se demander si une famille pourrait faire pire en dehors de cas relevant du pénal. Des mesures prises au mépris de la légalité mais dans l'indifférence de la justice. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a dressé ce constat terrible dans son rapport de 2013. Les auditions des différents acteurs de la protection de l'enfance ont mis en évidence des distorsions entre les textes et la pratique et le manque de mise en œuvre des recommandations des organes internationaux, notamment les directives des Nations Unies du 30 octobre 2009 concernant les modes non traditionnels de prise en charge des enfants et la recommandation du 16 mars 2005 du Conseil de l'Europe relative aux droits des enfants vivant en institution. Le CNCDH constate que plusieurs recommandations formulées en 2001 n'ont toujours pas été retenues et restent d'actualité. Il apparaît donc que tous les services de la protection de l'enfance agissent au mépris des textes supranationaux, censés pourtant avoir prééminence sur les lois pratiques françaises, et qu'il serait bon que les juges des enfants s'en rendent compte. Les conséquences désastreuses du corporatisme. Parce que les services de la protection de l'enfance, vous les entendez, ils sont tout le temps débordés. Ah ben alors là, débordés, puis ça les pousse à la bavure. Puis en plus, ils ont un manque de financement. Mais pourtant, en dépit des placements abusifs dénoncés, ce n'est pas moins de 8 milliards d'euros par an qui sont consacrés à cet unique secteur. Une manne financière qui crée des postes dans les conseils généraux et une démultiplication des champs d'intervention au service d'une prétendue aide à la parentalité. Cette démultiplication en dehors des champs de la maltraitance doit vraiment être dénoncée. Et vraiment, il convient d'arrêter de financer ces travailleurs sociaux de l'enfance. Parce que pour le dire crûment, chaque fonctionnaire et chaque associatif a tendance à développer sa propre activité pour justifier de l'existence de son poste. C'est de bonne guerre, n'est-ce pas? La création de nouveaux emplois dans ce domaine n'impliquerait pas un travail de meilleure qualité, mais un déploiement d'activités propres à générer davantage d'interventions abusives. Il est déplorable que l'intérêt financier prime et qu'il faille faire du chiffre en matière de placement et autres mesures. Mais là, il s'agit d'un état de fait qui ne peut pas se cacher, qui ne peut même plus rester derrière des dossiers fixés, tellement il y a d'incohérences, tellement elles sont nombreuses, tellement dans le fondement des interventions, tant que dans le suivi des mesures, et quant à la relation avec la famille qui est marquée par des incompréhensions, par de la maltraitance même de la part des travailleurs sociaux, avec toutes les conséquences psychologiques catastrophiques pour les enfants et catastrophiques aussi pour les parents. Alors ce sont des placements qui perdurent par reconduction lors d'audience, parce qu'évidemment, pas de contradictoire.
Donc ces pratiques-là, il faut savoir quand même qu'elles violent l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit « Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. » Dans la plupart des placements, je dis bien dans la plupart, c'est faux. On a vu des parents se faire retirer leurs enfants parce que la mère était trop aimante ou parce que le père était au chômage. Des choses aberrantes. Pour ces parents, le placement de leur enfant est une catastrophe, à même de dissoudre le couple, de ruiner l'investissement éducatif et de porter atteinte à un équilibre émotionnel. Il s'agit purement et simplement d'une agression contre les familles. Et pour les enfants de ces familles, l'intervention des services sociaux est la source d'une profonde destruction, par remise en cause de l'ensemble de leurs repères émotionnels, éducatifs, d'un déracinement qui les fragilise et qui les prive de perspectives d'évolution normale. Et le CEDIF dit, on ne saurait en tout cas dire que ces enfants placés seraient mieux pris en charge par l'État que leurs parents quand on fait ce constat catastrophique de l'état des services sociaux en France. Les travailleurs sociaux, les associations, les fonctionnaires de l'ASE, les enquêteurs de la PJJ, les assistantes sociales et divers psychologues, auxiliaires d'enfance, se situent dans une relation très ambiguë avec les parents, alors qu'ils sont censés leur apporter un soutien. Ces personnels prennent en charge des cas sociaux dont ils tentent de suppléer les insuffisances, maniant la récompense de l'aide financière et le bâton des mesures de placement. Et même si parfois ils admettent, très rarement, il faut le dire, que l'effet de leur intervention a aussi des conséquences désastreuses, eh bien non, ils vont mettre en avant leurs bonnes intentions. Quelles bonnes intentions? Il y a une manne financière derrière, il y a des appels d'offres derrière. Quelles bonnes intentions? On ne saurait donc être concevable que des éducateurs se croient chargés des missions de transformation de la société en pourfendant une structure familiale considérée comme reproductrice d'une structure sociale qu'ils rejettent avec tous les risques que fait peser le poids de décisions subjectives sur le sort des familles. Alors bien sûr, dedans, vous avez des idéologues antifamilialistes. Oui, ça existe, ça existe. Eux, ils ont construit le concept de parents toxiques, en fait. Alors, le parent est toxique. Tu lis des histoires le soir à ton enfant, non, c'est pas une histoire que tu aurais dû lire. Quoi que tu fasses, ils trouveront quelque chose à redire. Et de nombreux assistants de service social vont s'emparer de ces conceptions pour porter gravement atteinte au maintien du lien parental. Et ils vont arguer même que l'intérêt de l'enfant à faire le deuil de sa famille. Ceci est d'autant plus facilement réalisé que certains juges ne déterminent pas des droits de visite et d'hébergement opposables au service de l'ASE sous peine de poursuite pour non-représentation d'enfants. C'est-à-dire que c'est à l'appréciation des services de l'ASE. Et on constate quoi? Eh bien que les parents sont dans l'impossibilité matérielle de rencontrer ou même de parler à leurs enfants. Que des prétendues nécessités de service font obstacle au droit de visite ou même séparent les fratries. Donc, dans un contexte pareil, les assistants de service social, oui, peuvent discréditer tous les parents aux yeux de leurs enfants. Et puis, ils peuvent même dire aux juges qu'il y a un délaissement parental. Ben oui, quand on donne pas d'horaire, quand on donne rien aux parents pour pouvoir voir leurs enfants, quand on leur passe pas leurs enfants au téléphone. Et croyez-moi, c'est fréquent. Croyez-moi, tous les jours, j'en entends. Ils arrivent même à pouvoir conduire une décision judiciaire d'abandon. C'est déjà arrivé. D'ailleurs, il faut savoir que les services de l'ASE et la magistrature ont été rappelés à l'ordre sur des points. Le CNCDH a demandé que, conformément à l'article 375.7 du Code civil, le juge fixe la nature,
la fréquence des droits de visite et d'hébergement et ne laisse ce soin au service qu'après s'être assuré de l'accord des parents. Donc pour les parents, vous avez l'article 375-7 du Code civil. Il doit aussi être le garant du respect par les services sociaux des droits et responsabilités des parents et du droit pour les enfants à la non-séparation des frères et sœurs, article 371 du Code civil. Maintenant, la belle notion sulfureuse de l'intérêt suprême de l'enfant. Après tout ce qu'on vient d'énoncer, on comprend bien la suspicion vis-à-vis de la notion très floue de l'intérêt de l'enfant, de l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce que si déterminer l'intérêt de l'enfant suppose la subjectivité de celui qui prétend le déterminer, alors cette référence ne peut pas être invoquée. C'est impossible. Parce que elle justifie toute intervention des travailleurs sociaux ou de la justice à travers leur filtre. Donc, l'abus de cette notion permet de mettre en accusation le caractère nécessairement contraignant de la famille par le cadre éducatif qu'elle définit. Et pour certains éducateurs, eh bien, ils en font fi. On va rappeler ce que précisait le doyen Jean Carbonnier au sujet de l'intérêt de l'enfant. Il disait, c'est la notion magique, rien de plus fuyant, rien de plus propre à favoriser l'arbitraire judiciaire. Il est des philosophes pour opiner que l'intérêt n'est pas objectivement saisissable et il faudrait que le juge décide de l'intérêt d'autrui. L'enfance est noble, plastique et n'a du reste de signification que comme préparation à l'âge adulte de ce qui est semé dans l'enfant, à ce qui lèvera dans l'homme. Quelle pseudo-science autoriserait le juge de prophétiser? La notion d'intérêt de l'enfant est un des fondements de la multiplication du champ d'intervention de la protection sociale. En dehors des cas réels de maltraitance, toutes les raisons, et toutes les raisons contraires, sont bonnes pour s'immiscer dans le fonctionnement des familles. Trop d'internet, pas assez d'internet, trop de sorties, pas assez de sorties, trop de légumes, trop de fruits, trop de viande, pas assez de viande, trop de lecture, pas de lecture. Tout ça, c'est des conceptions éducatives, des jugements de valeur. Et si elles ne plaisent pas aux travailleurs sociaux, alors c'est un motif d'intervention. Pourtant, la Commission nationale consultative des droits de l'homme ne dit pas autre chose en 2013. Elle dit « Le champ d'intervention de la protection de l'enfance est aujourd'hui tellement large que la masse des évaluations à produire nuit à l'évaluation rapide et complète des situations. La loi n'a pas défini les notions clés qui doivent fonder la protection de l'enfance, en particulier celle du danger ou de l'intérêt de l'enfant. Et cette absence de définition place les travailleurs sociaux, les acteurs de la protection de l'enfance, dans des situations très complexes. Cette absence, conjuguée au manque de critères d'évaluation et d'indicateurs de séparation, conduit au non-respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire, si moi je suis végétarienne, j'ai estimé que l'enfant il est en grand danger de manger de la viande. Est-ce que vous vous rendez compte? On en est là aujourd'hui. On en est dans des situations incroyables. Il y a parfois des gens qui m'ont dit, mais oui, non, mais c'est sûrement, si on leur a pris leurs enfants, c'est sûrement qu'ils ont fait quelque chose. Oui, malheureusement, ils vivaient autrement que l'éducateur ou le travailleur social. On doit préciser que, selon le Conseil économique, social et environnemental, près d'un tiers des enfants placés sont en situation de handicap. 23% des enfants de 17 ans placés ne sont plus scolarisés dans une formation diplômante. Et ils osent parler d'intérêt supérieur de l'enfant. Alors que de nombreux enfants placés sont en réalité dans une situation préoccupante, voire de danger avéré. Je ne vais pas reparler de toutes ces associations où il y a eu des viols d'enfants. Avérés, non condamnés. Alors les fonctions de l'ASE,
tel que c'est défini par le Code de l'action sociale et des familles, elles ne sont même pas conformes à la Constitution, ainsi que le précise la pétition qui avait été suscitée au Conseil constitutionnel. L'article L221-1, l'article L221-4, L226-2-1, L226-3, L226-4 du Code de l'action sociale et des familles confient à l'aide sociale à l'enfance des pouvoirs très importants. Mais c'est en effet une seule et même institution qui évalue la capacité des parents, la nécessité du placement, la pertinence de son action, la qualité de son propre travail auprès des enfants placés ou des parents. Et lors de la procédure en assistance éducative, les services sociaux cumulent en quelque sorte les rôles juge d'instruction ou de l'enquête, du procureur, de l'avocat général, du juge d'application des peines. Et cette concentration des missions, eh bien, elle foire totalement. Soi-disant dans un souci d'efficacité de l'action sociale, au service, bien sûr, de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais cette confusion des pouvoirs est contraire au respect d'une procédure équitable et à la préservation de l'équilibre des droits des parties. Et si un juge estime que des parents sont inaptes au point qu'il faille leur enlever leur enfant, alors il doit être capable d'énoncer des faits circonstanciés, incontestables, pour justifier une telle mesure. Par exemple, des enfants qui sont laissés seuls durant des heures, un absentéisme scolaire journalier, sans justificatif, le vagabondage du soir, jusqu'à des heures qui doivent être notifiées. Parce que est-ce qu'on imagine condamner quelqu'un de vol sans être capable de préciser ce qu'il a volé? Parce que ça ne tient pas 2 secondes devant un tribunal. Est-ce qu'on peut licencier quelqu'un pour faute grave sans être capable de préciser la nature de la faute? Parce que ça ne tient pas non plus 2 secondes devant les prud'hommes. Pourtant, ça fait des années en France qu'on peut arracher des enfants, des fratries entières à leur famille sans avoir à préciser la nature exacte des faits reprochés aux parents. Voilà ce qui se passe en France. Et il faut absolument que les parents aient des recours. Il faut que les parents commencent à se défendre. Et il faut exiger le numéro à délit. Il faut que vous exigiez le respect des lois. Parce que là, on se trouve en face de personnes qui sont réellement en train de remplir leur carnet de commandes. Je voudrais aussi rappeler, j'avais dénoncé le colloque qui avait été organisé à la Sorbonne. Je ne sais pas si les gens s'en rappellent. La question était très choquante. L'annonce du colloque, qui avait été mise sur tous les réseaux sociaux, et posait cette question. C'était quand même énorme. La question impliquait 2 réponses possibles. Oui ou non. Voilà. Il n'y avait pas d'autre. Et en fait, dans ce colloque, c'était à l'heure des droits sexuels pour tous, promis par toutes les grandes agences de l'ONU, à l'heure de l'éducation à la sexualité obligatoire dès la maternelle, à l'heure où il tombe désormais sous le coup de la loi de discriminer quelqu'un sur son âge, sur son orientation sexuelle. Eh bien, il manquait une rencontre de professionnels pour poser la question. Un enfant peut-il être d'accord avec sa propre destruction? Oui, le colloque était organisé par l'association Coup de pouce, protection de l'enfance. Parce que ce sont eux qui le disent. Alors, si on n'a pas besoin, a priori, de douter de la bonne foi des intervenants, on est en droit également de tirer la sonnette d'alarme et de dire un enfant ne peut consentir à aucun acte sexuel. Dire le contraire, c'est nier l'enfance. Dire le contraire, c'est justifier la pédophilie, qui devient partout une orientation sexuelle comme une autre. Et dire le contraire, c'est ouvrir un boulevard à la destruction de l'enfance, donc de l'humanité. Voilà, je voulais vous rappeler ça parce qu'il y avait eu ce colloque sur la sexualité des enfants. Est-ce qu'un enfant peut avoir une relation sexuelle avec un adulte? Et c'était assez terrible, c'était en 2019, pour mémoire. Je vous ai mis tous les liens de toutes ces choses que je vous dénonce ce soir. C'est très, très important de prendre conscience de ce qu'est l'ASE
de ces intérêts financiers qui sont cachés derrière. Actuellement, on a plus de 375 000 enfants placés de façon abusive. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vois pas de questions. Okay. Donc tout le monde est dans la discussion du Premier ministre. Je vais vous dire un truc, hein, que ce soit lui ou un autre, qu'est-ce que ça change? Ils suivent une feuille de route qui n'est pas la leur. C'est pas la leur. Eux, ils sont payés pour suivre une feuille de route qui s'appelle Castex ou Mr. Grimm. Ça change quoi? Rien, strictement rien. La feuille de route, elle est tracée. Soit ils obéissent, soit ils désobéissent. C'est tout. Donc, que ce soit lui ou un autre, qu'est-ce que ça change? Ça sera la même politique. Ce sera exactement la même chose. La feuille de route, elle est tracée. Ça a toujours été comme ça. Quand ils ont démoli les banques, quand ils ont démoli le droit du travail, quand ils ont... Tout ça, c'est tracé d'avance. Ça fait 2000 ans qu'ils travaillent à ça pour arriver là où ils veulent arriver. Donc, où est le problème? Le problème, c'est pas eux, c'est nous. Le problème, c'est nous qui acceptons. C'est nous qui obéissons comme des gentils moutons, avec la main sur la bouche qui est le masque. C'est tout le problème, c'est nous. C'est pas vos ministres, ça s'appelle Castex ou autre. Qu'est-ce que ça change? Je vois pas de questions, pardonnez-moi, mais je vois aucune question. Eh oui, c'est une industrie, tout à fait, Gino. Comment démasquer la ZEU? Vous allez avoir tous les liens après quand je vais poster la vidéo. Et vous leur demandez leur numéro ADELI. Et puis faites vos recherches. Vous allez voir les appels d'offres. Vous allez voir comment ça se passe dans vos conseils départementaux. Tout ça, c'est dans le conseil départemental. D'accord? Donc, ces gens-là, ce sont aussi eux qui interviennent dans les écoles. Vous savez, ils ont tout orchestré. Ils ont absolument tout phagocyté. Ils ont mis une toile d'araignée. Ce sont ces mêmes personnes qui font partie du conseil départemental qui envoient les infirmières scolaires, par exemple. Comme ça, elles peuvent faire les signalements directement à leurs collègues dans le bureau d'à côté. Ben oui. Hein, et puis pour rentrer aussi au CP. Et oui, il faut que tu passes entre leurs mains à ces gens-là. Ils se présentent comme des médecins d'ailleurs, qui n'en sont pas. Ils n'ont même pas le droit de regarder votre carnet de santé, sachez-le. Seul un médecin est habilité à regarder votre carnet de santé. Mais en aucun cas, une infirmière scolaire, une petite infirmière scolaire qui n'a rien pu faire d'autre, ne peut regarder votre carnet de santé, sachez-le. Alors, est-ce que je vois des questions? Oui, on vit dans un monde de pourris. Eh oui. Les parents qui ne connaissent pas, vous dit-elle Razer, leurs droits imprescriptibles et inaliénables, et malheureusement. Je pense que, bien sûr, qu'on ne s'attaque pas à des familles qui se défendent. On ne s'attaque qu'aux familles qui ont peur. Comme toujours, hein, c'est la peur. Hein. Donc, tant que vous avez peur, ils feront ce qu'ils voudront de vous. Vraiment. Vraiment parce qu'on le constate. On le constate pour les familles de victimes, par exemple. Les familles de victimes qui n'osent même pas déposer plainte pour leur enfant parce que ça s'est passé à l'école, par exemple. Et qu'ils ont peur qu'on leur retire leur enfant. Parce qu'on leur fait croire que l'enfant a dit que c'était le père, par exemple. On a eu ça aussi. Sachez-le. Elles font ça aussi. C'est à eux. Cette bonne à eux. Pour l'intérêt supérieur de l'enfant, évidemment, toujours. Hein. Ma petite fille est placée depuis 5 ans. On n'arrive pas à l'en sortir. Pour l'avoir en période de vacances, c'est la croix à la bannière. Pendant le confinement, 2 mois et demi sans la voir. Anita. Bien oui, oui. Mais vous savez que vous pouvez vraiment vous battre pour la récupérer. Il faut vraiment dénoncer ça. Et il faut faire du battage. C'est ça le problème. C'est que si les gens allaient dans les tribunaux, si les gens commençaient à faire un battage public à chaque fois dans leur ville, dans leur département, au service de l'ASE, au service du conseil départemental, je peux vous garantir que la peur changerait de camp. Bonsoir Ursut. Oui, c'est un cancer. Ça, c'est clair, Walkie Funk. Je fais partie de ces parents qui ont enlevé les 2 derniers enfants pour motif que je travaillais trop, que j'étais trop mère poule
Résultat, mes enfants sont malades. La deuxième vague Covid, vision, guerre civile, écoutez le live. Oui, alors Jean-Michel Delay, je voulais justement en parler ce soir, qui a une page Facebook et qui a réussi à se battre contre les services sociaux, qui a quand même pris 4 mois de prison pour ça. Enfin, il avait pris 1 an au départ. Il a eu la chance qu'il y ait le Covid, lui. C'est un des rares qui a eu la chance d'avoir le Covid puisqu'il est sorti de prison grâce à ça. Et parce qu'il était un père exemplaire. Et je vous conseille, les parents qui ont besoin d'aide, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il a vraiment réussi à sortir de là. Et il amène la preuve que quand on se bat contre eux, quand on ne lâche rien, eh bien, à un moment, ils prennent peur. Là, je peux vous dire qu'ils prennent peur parce qu'ils ont fait que des erreurs dans le dossier. Ils ont raconté des mensonges, évidemment. Donc, il faut vraiment pas hésiter à vous battre. Il faut montrer les dents. Il faut vraiment pas vous laisser faire. Et croyez-moi, quand on fait ça, on commence à vous lâcher. Plus nous serons nombreux, plus nous serons nombreux à dire non, à dénoncer, à dire ce qui se passe, à dire qu'on n'est pas d'accord, plus ils vont reculer. Je suis remontée trop haute. Alors moi, je vois pas de questions. Par contre, ah oui, Val Zemog qui dit perso, j'ai fracassé la psycho rigide qui outrepassait ses droits, finit ses pseudo-psy complètement tarés. Enfin voilà, c'est vraiment. Alors, kidnapping d'enfants pour éduquer et être hors la loi. Salut la chaîne terrienne, je te remercie. Oui, on est trop proche de nos enfants. Bah ouais, on est trop proche de nos enfants. Vous pouvez imaginer ça. Est-ce que c'est entendable? Est-ce que c'est entendable des choses pareilles? Malirilou qui nous dit j'ai bien fait d'arrêter ma formation dans le social. Pas pour moi. J'ai vu trop de choses sur les lieux de stage à vomir. C'est ça qu'il faut dénoncer, Marie. Vous y êtes dedans. Vous êtes dedans. Dénoncez-le. Moi, vous m'envoyez un mail. Vous me mettez tout ce qu'il faut dedans. Je vais faire mes recherches. Vous voyez, moi, j'ai besoin de matière pour que les gens sachent ce qui se passe. Si c'est ça un vrai lanceur d'alerte, en fait. C'est quelqu'un qui est dans une société, qui constate des choses et qui les dénonce, en fait. Alors, je vous demande pas de le faire. Moi, je peux prendre le relais. Mais c'est des choses qui doivent se savoir. Il faut que les gens le sachent. Francis qui dit ma mère habitait dans les Vosges à 18 ans chez les Thénardier, un hôtel-restaurant, il est le patron et sa baronne c'était les Thénardier. Donc moi et mon frère placés à la DAS et sans retour. Mais oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, mais les avocats, mais vous savez, un avocat ne sert à rien. Arrêtez de prendre des avocats. Jean-Michel Delay s'est défendu tout seul d'ailleurs. Arrêtez de prendre des avocats. Quel est le meilleur avocat pour votre enfant? C'est vous-même. C'est vous-même. Commencez déjà à vous renseigner là-dessus. Un avocat, il se met d'accord avant avec le juge. C'est un spectacle, un tribunal. Vous êtes dans une salle de spectacle, une salle de marionnettistes, d'accord? Et ils se mettent d'accord. Un jour, c'est l'avocat qui gagne. Le lendemain, c'est le procureur de la République qui gagne et le juge. Puis l'après-midi, c'est le contraire. Il faut qu'il y ait une équité, tu comprends, pour leur réputation. On va pas trop condamner, puis il faut de temps en temps que l'avocat gagne. C'est comme ça. C'est comme un match de catch. Le catch, tu sais quand même que le catch, c'est couru d'avance, hein, le gagnant. Hein. C'est la même chose. Arrêtez de prendre des avocats. Aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas un avocat, écoutez bien, qui veut défendre l'association Wanted Pedo. Pas un seul. Ils ont tous la trouille. Il n'y en a aucun qui veut défendre cette association quand ils vont au tribunal, parce qu'on les condamne régulièrement. Aucun avocat ne répond à Wanted Pedo. Ils vont aller se battre tout seuls. Eh oui, oui, parce qu'ils ont des billes, hein. Ils y vont pas sans rien. Donc voilà. Donc les avocats disent non, 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 one petite P2, non, non, on peut pas. Non. Ah non, on peut pas. L'ange bleu, on peut. Ah ben l'ange bleu, on peut. Alors, bah, ça fait des gorges chaudes. Et puis ça passe sur les télévisions, hein, ça fait de la pub. C'est ça le système aujourd'hui. Le système, il est réellement comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des parents qui posent des questions? C'est pour ça que quand je dis, Francis, vous dites quelque chose, j'étais en train de dire.
J'ai pas pu lire votre commentaire, Francis. Les nouvelles d'arrestation de la compagne d'Einstein. Ben, elle est arrêtée, point. Elle est arrêtée. C'est que le début pour eux. Hein. Ah, c'est que le début, là. Ça va dégringoler. Crois-moi que ça va dégringoler. Nous, on va peut-être en baver, hein. Mais je peux vous dire que eux, c'est que le début pour eux. J'ai un CAP petite enfance, mais on m'a pas appris à voler les enfants aux parents. Il faut les dénoncer, ça c'est sûr, des briseurs de famille. Mais quand personne bouge, comment fait-on? C'est ça, c'est qu'il faut que tout le monde bouge. En fait, il faut que les gens comprennent que demain, c'est peut-être leur enfant qui sera totalement invalidé par un vaccin. Après-demain, c'est peut-être leur cousin, leur frère, leur sœur qui sera violé dans une école ou en colonie de vacances ou par un voisin parce qu'on l'aura jamais condamné et parce que ça fait des années qu'ils ne sont pas condamnés. Après-demain, ce sera peut-être ton frère qui sera son enfant, qui verra son bébé placé parce que il aura été en retard dans les vaccins, tu vois. On est tous concernés. On est tous et on va tous être concernés. Un jour ou l'autre, on sera tous concernés. Il faut arrêter de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Cette justice corrompue telle qu'elle est conçue aujourd'hui pour la corruption, avec des tonnes de codes civils, du code de la santé, du code de ci, du code de ça, fait et c'est fait volontairement pour que personne ne puisse retrouver. Même un avocat est incapable de s'y retrouver. Hein, c'est pour ça qu'ils ont chacun des spécialités. Donc, il faut que vous compreniez que tout ça, ça a été fait pour qu'on ne puisse pas se défendre, pour qu'on se retrouve devant une justice franc-maçonne qui a décidé de nous écraser tous. Nous sommes des êtres humains souverains. Nous ne sommes pas des citoyens. Nous sommes des êtres humains souverains. Nous sommes les parents de ces enfants-là. Et personne n'a un droit de quoi que ce soit sur nos enfants, ni à l'école, ni ailleurs. Et ça, il faut que nous le retrouvions. Parce que c'est nous qui sommes souverains. C'est nous, le peuple. Ces gens ne sont élus que parce que nous avons donné un pouvoir qu'on n'aurait jamais dû donner, que je n'ai jamais donné. Mais admettons qu'on donne ce pouvoir à ces personnes. Quand le peuple dit non, puisqu'elle est le porte-parole du peuple, elle doit donc obéir au peuple. Quand le peuple a dit non pour les vaccins, quand le peuple a dit non pour les retraites, pourquoi ces gens-là ne respectent pas la demande du peuple, puisqu'ils sont élus par le peuple normalement? Comment se fait-il que ces gens-là, aujourd'hui, puissent s'octroyer tous les droits? Vous comprenez? Et c'est en ça qu'on a cette liberté. Comment se fait-il que la désobéissance civile dans ce pays ne fonctionne pas? Comment se fait-il que les gens continuent d'obéir, continuent à mettre des masques, alors que l'OMS n'arrête pas de dire que, de toute façon, ça ne sert à rien? Quand vous avez un masque qui se balade dans votre voiture, mais enfin, réfléchissez. Réfléchissez 30 secondes. Est-ce que vous pensez que quand vous allez le prendre avec toutes les poussières que vous avez accumulées, ce masque, il a encore le moindre filtre? Et si le masque fonctionne, pourquoi on vous demande d'être une distance d'1 mètre? Et si vous êtes à une distance d'1 mètre, alors pourquoi vous mettez un masque? Il y a quelque chose qui tourne pas rond, là. Vous comprenez? Ça tourne vraiment pas rond. Donc, les gens sont en train de devenir complètement paranoïaques. Complètement. Et d'avoir peur. Mais peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Moi, c'est ça que j'aimerais qu'on m'explique. C'est de quoi vous avez peur? 25 000 morts en France. La plupart ont été grossis. La plupart font partie des EHPAD qu'on a laissé mourir parce qu'on n'a pas voulu leur donner la chloroquine. Vous avez peur de quoi? Vous appelez ça une pandémie? Ça s'appelle même pas une épidémie. Ok, je ne vois aucune question. Mais il ne viendra pas obligatoire le Covid-19. Aucun vaccin n'est obligatoire en France aujourd'hui. Aucun. Aucun n'est obligatoire. Ils vous ont dit, si tu ne fais pas le vaccin, tu ne pourras pas le mettre à l'école. Ah non, ni à la crèche d'ailleurs, hein, tu ne pourras rien faire du tout. Mais il n'est pas obligatoire. Toi, tu t'es dit, bah oui, mais moi, je veux le mettre à la crèche. Je vais le mettre à l'école, alors je vais le vacciner. C'est toi qui as décidé. C'est pas l'État. Par contre, bien sûr, l'État te dit, si tu ne mets pas tes enfants à l'école, tu es préjudiciable. Je vais t'envoyer des gazeux. Donc, toujours le système de la peur.
Et vous croyez qu'ils vont imposer le Covid? Non, 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 non. Jamais de la vie, ils le feront. Jamais, parce qu'il y a une règle dans l'univers qui s'appelle la loi du libre arbitre. Et d'ailleurs, quand vous allez dans un tribunal et que vous faites respecter cette loi du libre arbitre, vous leur dites que vous êtes souverain et que vous n'obéissez qu'aux lois de Dieu, croyez-moi, le juge, il est un petit peu mal, parce qu'il connaît très bien cette règle. Donc le Covid, plus tu auras peur, plus tu vas courir chez ton médecin pour te le faire faire. Par contre, ils vont nous dire qu'on ne pourra plus aller dans les magasins. Ah non, et tu ne pourras plus aller travailler non plus. Mais il ne sera pas obligatoire. Jamais il le sera. Vous verrez. Et oui, la peur divise, bien sûr. Ah non, il n'est pas. Mais Marie-Paz n'est pas obligatoire, même pour les enfants nés après 2018. Non, non, non. D'ailleurs, vous pouvez regarder. On vous dit que vous ne pourrez pas mettre votre enfant à l'école. Vous ne pourrez pas. Non, non, non. Et avec le code de Nuremberg, en plus, vous pouvez très bien lutter contre ça. Mais si les gens se rassemblaient, si les médecins avaient un peu de courage, et puis un peu de jugeote aussi, ça serait bien parce que plus ils font d'école, ces gens-là, plus ils sont bêtes. Hein. Franchement, il y a vraiment un problème. Ils sont même plus fichus de repérer une maladie, à part un rhume, et encore, ils n'arrivent pas à le soigner. Faut arrêter d'aller voir les médecins. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y ait des gens qui aillent encore voir des médecins. Vraiment, hein, je vous le dis, je ne comprends pas. Je sais pas, j'ai tellement de gens autour de moi qui me racontent des trucs déplorables que, enfin, je veux dire, faut même pas avoir fait une école de médecine pour savoir, tu comprends, ça pose un problème, c'est grave. Que faire? Que faire? Si déjà les gens cessaient de consommer des médicaments, de se plaindre pour le moindre bobo, d'aller chez les médecins, de mettre leurs enfants dans les écoles. Je rappelle que l'école n'est pas obligatoire, seule l'instruction est obligatoire. Mais si on faisait ça en masse, mais je dis bien en masse, vous voulez qu'ils fassent quoi? Seulement, quand on n'est que quelques-uns dans certains départements, ben, on se retrouve évidemment avec les services de l'ASE à devoir batailler pieds à pied pour se défendre. Évidemment, si on était des millions, je peux vous dire que l'ASE rentrerait chez elle la queue entre les jambes, la police pareil, et les gendarmes pareil. Seulement, comme ils ont réussi à diviser tout le monde, forcément, ça fonctionne. Évidemment. Ben, c'est bien, Florian, c'est génial. Voilà, bon, je crois que j'ai dit beaucoup de choses ce soir. Je crois que, voilà, vous avez. Voilà, Véronique qui me demande maintenant si le vaccin pour le tétanos, c'est obligatoire. Non, pas plus. Pas plus. Le vaccin pour le tétanos, il est valable déjà. Il n'a aucune efficacité, mais admettons. Il est valable 10 ans. Est-ce que votre fils a eu son vaccin à l'âge de quel âge, le dernier vaccin? Voilà, tu vois, il faut se poser la question. La MDPH, elle est aussi corrompue que le reste. Fafa doudou. Comment avancer, réagir, faire réagir les endormis qui ne veulent rien entendre, que faire? Eh ben, en fait, petit à petit, on y arrive parce que je vois, moi, en 6 ans, par exemple, qu'il y a eu des changements, qu'il y a des évolutions, qu'il y a des ouvertures, parce que ça leur tombe sur la tête. Quand tu te fais retirer ton enfant ou que tu en as un qui est malade parce qu'il a eu un vaccin, il commence à te croire, malheureusement, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que ça s'ouvre un petit peu quand même là-haut, ça commence un petit peu à s'ouvrir. Mais pas pour tous, pas pour tous. Et c'est ça le travail qu'ils ont fait. Ce travail qu'ils ont fait de décérébration des gens. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne réfléchissent plus, ne savent plus réfléchir, ne savent plus rien. Et ils sont tous soumis. Oui, c'est le problème. Tout ça, c'est pas venu du jour au lendemain. Ça s'est fait depuis des années et des années. Que pensez-vous de Violette Justice? Ils m'ont bien aidé. Ils sont pas mal, Violette Justice. Oui, effectivement. Ah bah non, mais les élus, ça bouge jamais. Un élu, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, si un élu servait à quelque chose, je pense que ça se saurait quand même. Hein. Ouais, je pense quand même. Je pense. Des marches silencieuses. Salut, être en éveil. Euh, mais pourquoi vous voulez mettre des marches silencieuses? Vous n'avez pas vu que les grèves, tout ça, ça servait à rien? Vous comprenez pas encore, hein? Vous n'avez pas compris. Arrêtez de consommer. Arrêtez d'aller travailler. Arrêtez d'obéir à leurs ordres. En masse. Si vous avez tout un peuple qui reste chez lui, si vous avez tout un peuple qui s'organise, qui commence à planter ses légumes un peu partout, dans les parcs publics, partout, et qui commence à s'entraider, c'est ce dont ils ont le plus peur. Croyez-moi, c'est ce que vraiment, c'est ce dont ils ont le plus peur. Bah oui,
quand leurs enfants seront touchés. Francis, tu as raison. Ça s'appelle la désobéissance civile, c'est tout. Et oui, Orkinette, si la puce est dans le vaccin et que ça devient que votre moyen de paiement, ben c'est un choix, soit tu es zombifié, soit tu commences à être autonome. Ça va faire quand même pratiquement, Orkinette, vous me suivez depuis un moment. Combien de temps que je dis qu'il faut être autonome? Allez, 5 ans. Je suis gentille, 5 ans. 4-5 ans. Quand je vous parlais d'autonomie, il faut être autonome. Il n'y a pas d'autre solution. Oh non, 15 jours, Marie-France, ça suffira pas pour les faire plier. Hein. Je vous le dis, hein, ça suffira pas. Ils l'ont bloqué pendant 2 mois, ils n'ont pas plié. Hein. L'entraide est la meilleure des monnaies, Geneviève, parfaitement. Parfaitement. Et oui, Ozukat. Mon beau-frère est handicapé parce que personne n'a dit à ma belle-mère que prendre de la dépakine pendant sa grossesse aurait des conséquences. Bien sûr, bien sûr. Il y en a tellement aussi des cas comme ça, tellement. Ok, allez, on arrête pour ce soir. Merci à tous d'avoir été présents. Voilà, passez le message à tous les parents dont les enfants sont placés. C'est très grave ce qui se passe. Et, euh, et puis voilà, vous voyez la page de Jean-Michel Delay sur Facebook. C'est vrai que c'est un grand espoir ce qu'il a réussi à faire. Je pense qu'ils ont fait beaucoup de boulettes, donc ils n'avaient pas tellement le choix aussi. Mais on peut les repérer, hein, et on peut les pousser à bout, nous aussi.